De chef, bonsoir tout le monde. Nous saluons encore tous les internautes, tous ceux et celles, et tous ceux et toutes celles qui nous suivent en ligne sur les différentes plateformes de la Banque centrale et d'autres partenaires de cette activité. Donc, comme Madame Milce vient de le dire, maintenant, c'est le temps de passer à une autre présentation. C'est un projet de recherche, c'est un travail de recherche que la Banque centrale finance à travers le Fonds BRH pour la recherche et le développement. Donc, ce travail de recherche qui est piloté par M. Max Prosper Fortuna, ce travail sur la cartographie participative des ressources naturelles dans le département du Nord. Max Prosper Fortuna est actuellement le directeur adjoint du Centre haïtien de leadership et d'entreprise clé. Il fait partie de l'organisation depuis pratiquement 2011 et a occupé plusieurs postes, notamment le chargé, en fait, responsable de la recherche et du développement, coordonnateur de plusieurs programmes de facilitation et responsable de suivi et évaluation au niveau de cette organisation. Donc, M. Fortuna a également participé à un ensemble d'activités, notamment cette enquête nationale sur la jeunesse, Haïti 2015, en collaboration justement avec le Centre haïtien pour le leadership et l'excellence. Donc, M. Fortuna, qui est avec nous en ligne, qui n'est pas là en présentiel en raison d'un ensemble de contraintes. Donc, M. Fortuna, vous avez la parole pour votre présentation. Merci. Merci, Monsieur Sénan. Bonjour à tous les... Est-ce que vous pouvez m'entendre? Oui, oui, ça va très bien. Allez-y. OK. Je sais que j'ai aussi deux collègues avec moi et qui sont en présentiel et au Marriott, donc ils vont aussi participer à cette présentation. Mais avant de démarrer, je voudrais remercier la BRH d'avoir justement mis en place le fonds et qui permet le financement de ce genre de projet. Et je tiens tout particulièrement à remercier et à féliciter l'équipe du FRD qui fait un travail extraordinaire. Et je suis particulièrement content de voir que les projets qui ont été financés lors de la première édition et qui sont en train d'être financés pour la deuxième édition sont assez similaires. Et je vois déjà aussi des possibilités de collaboration entre eux et les porteurs de projets et les organisations qui travaillent sur ces projets. Je vais partager mon écran et j'espère que mes collègues sont dans la salle et sont en mesure de voir la présentation qui s'affiche à l'écran. Donc, comme je l'ai tantôt dit, ce projet s'appelle la cartographie des ressources physiques et naturelles du département du Nord. C'est un processus euh, euh, souscrit sous l'approche participative qui s'appelle recherche action participative et qui est mené par le Centre haïtien du leadership et de l'excellence. Je vais laisser la place à mon collègue Paulinx Louis, qui va nous faire une courte présentation de CLÉ, le Centre haïtien du leadership et de l'excellence, ce que nous sommes, ce que nous faisons et pourquoi nous faisons le travail que nous faisons. Merci beaucoup, Max Prosper Fortuna, notre directeur adjoint. Donc, bonsoir tout le monde. Et comme vient de dire Max, donc je suis Paulinx Louis. Donc, je travaille comme manager du programme des jeunes à Clé, le Centre haïtien du leadership et de l'excellence. Et comme Max, je voudrais féliciter toute l'équipe de la BRH pour cette noble initiative. Donc, je dis une noble initiative parce que nous tous ici présents, donc, nous savons pertinemment qu'aucun progrès économique, aucun progrès social n'est possible donc, en dehors de la science. Et il n'y a pas de science aussi donc, sans la recherche. Je pense que c'est une bonne opportunité donc, de créer un tel événement donc, pour soutenir donc, la recherche au sein du pays. Donc, c'est à féliciter et merci beaucoup d'avoir placé cette confiance en nous donc, pour pouvoir mener cette recherche au sein du département du Nord. Donc, nous sommes le Centre haïtien du leadership et de l'excellence clé. Donc, c'est une fondation qui a été fondée en 2011. Donc, c'est par des leaders haïtiens issus de différents secteurs. Alors, donc c'était justement après le tremblement de terre et ces leaders conséquents
ces Haïtiens conséquents donc, avaient pensé que ce n'était pas le moment pour que tout le monde était par devant le front et essaie de réfléchir sur combien de blocs, combien d'argent on a besoin pour construire le pays. Donc, il fallait avoir des gens, des personnes, des citoyens qui sont en arrière aussi et essaient de réfléchir donc, sur l'avenir, sur l'après 2010, l'après 2020, l'après 2050. Et c'est pour cette raison ils ont compris qu'on avait un problème de leadership. Bien entendu, ce n'est pas juste avec le tremblement de terre, mais bien avant le tremblement de terre. Donc, il y avait un problème de leadership, mais il y avait un problème dans la gestion même et du post-tremblement de terre. Et ils avaient décidé de créer CLÉ, le Centre haïtien du leadership et de l'excellence, et qui fait la promotion pour une nouvelle forme de leadership. Et cette nouvelle forme de leadership, c'est celle du leadership serviteur. Donc, c'est un modèle où les leaders se voient avant toute chose comme un serviteur, quelqu'un qui est au service et des autres, au service et de sa communauté. Et cette nouvelle forme de leadership passe nécessairement donc à travers des activités de formation que nous offrons, des activités de formation en leadership, des activités de formation donc, en développement communautaire et des activités de recherche aussi, donc pour pouvoir répertorier des initiatives haïtiennes dans les différentes communautés et encourager d'autres communautés à suivre le même modèle et de collaboration de ces initiatives. Et nous organisons aussi des activités de campagne de sensibilisation parce que nous offrons des programmes de formation sur 1 an, sur 2 ans, donc des programmes de renforcement des capacités organisationnelles, tout ça. Mais il y a des gens qui n'ont pas vraiment le temps de passer donc, tout ce temps-là avec nous, 1 an ou 2 ans, donc pour des activités de formation, mais nous offrons quand même des activités de sensibilisation pour dire à ces gens-là que le changement ne va pas venir sans nous. C'est nous le changement. Et c'est ça notre slogan. Donc, et si pour gagner changement, c'est nous qui pour porter changement. C'est Haïtien pour porter changement. Et c'est ça, donc, clé. Donc, c'est vraiment, nous sommes en train de faire la promotion d'une nouvelle forme de leadership qui est le leadership serviteur. Max, next. Et notre travail, donc notre travail se base sur une philosophie qui s'appelle le Asset Based Community Development, ABCD. Donc, que nous appelons nous-mêmes, donc, développement graisse cochon, cuite cochon. Comment nous pouvons mettre accent sur les ressources, les atouts dont disposent les communautés donc, pour mener des activités de développement. Donc, c'est quelque chose qui peut nous donner un sentiment d'appartenance parce que si on organise quelque chose au sein de la communauté et que nous participons à travers nos ressources, enfin, nos ressources humaines, nos ressources matérielles, nos ressources physiques, peu importe le type ou la catégorie de ressources, donc ça nous donne un sentiment d'appartenance, un sentiment de fierté parce que justement nous participons dans le processus de développement et de notre communauté. Et c'est sur cette base que nous avons initié donc, le projet avec la BRH, que nous remercions et justement. Et nous avons lancé le projet de cartographie des ressources physiques et naturelles dans les départements du Nord parce que nous avons plus de 10 ans d'expérience de travail dans les communautés et nous avons fait ça donc, à une échelle beaucoup plus bas. Mais maintenant, nous avons décidé d'agrandir ça et de mener une recherche au sein du département du Nord sur les ressources physiques et naturel et dans ce département, ce qui pourrait faciliter et les décisions et je sais pas donc de l'État dans les politiques publiques, des autorités locales et des leaders communautaires, tout ça. Donc parce que certaines fois nous négligeons les ressources dont nous disposons, nous ne prenons pas en compte donc les ressources, les atouts dont disposent les communautés dans le processus de développement de ces communautés. Et je vais céder la place à Max, donc, qui va continuer donc, avec nous. Merci beaucoup. Merci Paulinx pour la présentation de clés. Donc, je vais un petit peu parler du contexte dans lequel nous avons lancé ce projet de recherche. Et ça va de pair avec le travail que nous faisons à Clé et la philosophie que nous avons de vraiment déconstruire cette mentalité de développement basé sur les besoins. L'exemple le plus flagrant que j'aime prendre pour décrire comment ça se passe, c'est que
En général, lorsque des organisations de développement vont dans des communautés pour travailler, ils font ce qu'en anglais ils appellent un need assessment. Mais grosso modo, c'est une grosse feuille, ils viennent avec une grosse feuille avec un marqueur et ils font la liste des besoins. Et comme les besoins sont justement illimités, les gens, ils n'arrêtent pas de leur donner. Et donc, ils devraient peut-être revenir pour ramener encore plus de feuilles. Mais ce que ça construit aussi, sans qu'ils ne s'en rendent compte, c'est que ça construit encore plus de dépendance. Ça met les gens dans une situation où ils se disent, ah, j'ai besoin de ça, ah, j'ai besoin de ça, mais au fur et à mesure qu'ils se rendent compte de quoi ils ont besoin, ils se rendent compte qu'ils ont absolument rien. Alors, ce que c'est l'inverse qu'il faudrait faire. Il faudrait regarder qu'est-ce qu'il y a dans les communautés, qu'est-ce qu'on peut utiliser, qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qu'il y a de positif et comment pouvons-nous bâtir sur ce qu'il y a de positif. Donc, nous avons dans nos communautés, que ce soit au niveau, au niveau le plus bas, jusqu'au niveau le plus haut, cette mentalité qui continue à s'ancrer sur le fait que nous n'avons rien. Et c'est une mentalité qui a été nourrie pendant longtemps. L'autre élément contextuel qui nous pousse à lancer, qui nous avait poussé à lancer ce projet de recherche, c'est la manque d'informations justement sur les ressources. Bon, d'abord, il y a cette incapacité ou cette manque d'expérience dans la mobilisation et l'identification des ressources, mais même pour celles qui existent et que l'on connaît un peu, on les connaît pas très bien. Et ce qui arrive, c'est que ces ressources-là sont là, donc elles dépérissent parce que elles ne sont pas valorisées, elles ne sont pas bien mobilisées. Et puis, la dernière, c'est justement cette opportunité qu'il y a de dire que le développement peut se construire à la base. On peut vraiment construire le développement de façon endogène à l'intérieur des communes et pourquoi même pas à l'intérieur des sections communales. Que le développement commence à la base où les gens de la communauté vont se mettre ensemble, vont faire des projets communautaires, vont s'allier aux gouvernements locaux et aux autorités locales pour pouvoir piloter le développement. Et ce développement peut justement s'axer sur les ressources, sur la mobilisation des ressources qui existent localement. Donc l'objectif justement de ce projet de recherche, c'était d'impliquer la communauté dans la construction d'une carte interactive qui devrait permettre de répertorier les ressources physiques et naturelles qui sont disponibles dans les communautés et surtout de les rendre accessibles. Accessibles en particulier aux preneurs de décision, aux autorités locales qui vont justement supporter le développement. Donc, notre objectif, c'est vraiment de rendre public, mais accessible, cette base d'information aux acteurs et aux autorités étatiques, mais en particulier aux acteurs du développement. Et quand je parle des acteurs du développement, je ne parle pas nécessairement des autorités locales qui sont justement chargées de faire le développement au niveau local ou des partenaires internationaux. Je parle aussi des acteurs locaux, des leaders communautaires, des gens, des citoyens qui, en général, agissent également pour changer et pour apporter du changement dans leur communauté. La méthodologie justement qui est utilisée pour ce projet de recherche est une méthode plutôt participative. Donc la zone ciblée, c'était effectivement le département du Nord. Et je me souviens quand j'ai été rencontrer l'équipe du FRD de la BRH qui nous ont dit, mais pourquoi vous ne faites pas ce projet à travers tout le pays? Je leur ai bien expliqué que l'objectif, justement, c'était d'aller un peu partout dans le pays, mais on voulait avoir un pilote dans un espace qui soit un peu plus contrôlable. Et je suis particulièrement ravi de n'avoir pas étendu à ce moment-là la recherche sur tout le pays, parce que, bon, vu la COVID qui venait qui venait de démarrer, ensuite le contexte sociopolitique, ça aurait probablement été encore plus difficile à contrôler. Mais la raison spécifique pour laquelle nous avions choisi le Nord, c'est que nous trouvons que le Nord, le département du Nord, se trouve à un carrefour extrêmement intéressant et qui se trouve être un pôle de développement pour Haïti. Et les ressources du département du Nord sont assez diverses et offrent justement cette bonne opportunité de pouvoir faire un mapping qui nous donnerait des ressources intéressantes à pouvoir et présenter. Et la méthode qui est utilisée, je viens de le dire, c'est une méthode qualitative qui est axée sur les principes ce qu'on appelle la recherche-action participative. Je vais revenir tout à l'heure sur la recherche-action participative pour un petit peu expliquer ce que c'est, mais essentiellement, ça concerne l'utilisation, c'est-à-dire l'implication des gens qui sont les objets de la recherche dans le processus de la recherche. Et l'objectif était justement
d'intégrer la communauté dans divers aspects de la recherche. On y reviendra tout à l'heure. Et l'approche qui a été utilisée aussi, c'est que on a commencé par la base. Donc, Colin a parlé tout à l'heure de la façon dont nous opérons. Nous sommes une institution qui est très axée sur la formation. Donc, on va dire 80% de nos activités concernent les formations intensives. Nous sommes maintenant une institution connue pour avoir travaillé avec plusieurs centaines de leaders, en particulier d'entrepreneurs dans divers secteurs, notamment le secteur agricole. Mais nous commençons d'abord avec la recherche. Et je dis la recherche, pourquoi? Parce que notre objectif, c'est d'abord mobiliser les gens autour de leur capacité à agir. C'est beaucoup plus difficile de venir vers un jeune qui a peut-être pas assez de ressources financières pour se dire que c'est bon. En général, ils se disent que ce sont les ressources financières qui leur permettent de lancer une entreprise. Donc, ils vont certainement nous dire que c'est pas vraiment faisable pour eux de lancer une entreprise. Donc, au lieu de commencer par là, nous commençons plutôt par la recherche et nous cherchons des modèles qui réussissent. Des modèles d'entreprise menés par des jeunes qui ont commencé à partir de rien. Nous avons eu des exemples hier. Le jardin botanique des Cailles que j'ai moi-même visité en est un exemple. Son promoteur a bien fait l'éloge de comment ça a commencé avec très peu de moyens. Mais ça, c'est justement le modèle que l'on pourrait, par exemple, nous rendre aux Cailles, mobiliser une équipe qui va faire la recherche et documenter son parcours et amener cet exemple à travers nos campagnes de sensibilisation pour leur dire que voilà ce que vous pouvez faire. Donc, je dis donc que la recherche est la base de ce que nous faisons et en particulier des formations que nous offrons qui justement va servir de déclic, qui va servir de catalyseur et faire comprendre aux gens avec lesquels nous travaillons que ce qu'ils veulent, ce à quoi ils aspirent, c'est possible et il y a d'autres jeunes, d'autres gens, d'autres membres de la communauté, d'autres leaders pareils qui vivent dans le même contexte qui ont pu faire ce changement. Je vais parler un petit peu en détail de la recherche-action, participative. En anglais, c'est PAR, Participatory Action Research, mais c'est une méthode qui est une méthode participative et qui commence avec une question importante. Pourquoi faisons-nous de la recherche? Et en particulier, pourquoi est-ce que les gens sur lesquels nous enquêtons pour faire la recherche, dans 90 à 95% des cas, n'entendent jamais parler de cette recherche. Ils ne sont que questionnés. Donc, ils sont un sujet, mais ils ne sont pas des acteurs. Et ce que nous prenons justement, c'est de la participation. Donc, nous pensons que nous pouvions faire une recherche où les gens qui sont concernés par cette recherche ne seront pas utilisés, et c'est peut-être pas le mot exact, mais ils ne seront pas juste des sujets de la recherche, mais ils seraient partie prenante. Et partie prenante, ça ne veut pas dire justement de vous dire qu'est-ce que vous pensez, mais ça veut dire que quand on va planifier cette recherche, vous serez là. Quand on va collecter les données, vous serez là. Quand on va analyser les données, vous serez là. Et quand on va justement utiliser ces données pour faire une action concrète, vous êtes également partie prenante. Et comment ça se passe pour nous? Eh bien, ça a commencé par ce réseau que nous avons. Donc, depuis 10 ans, nous travaillons pour former des gens un peu partout dans le pays, et en particulier dans le Nord, nous avons un réseau qui est extrêmement solide. Ces gens-là ont été les promoteurs de ce projet. Donc, nous les avons rencontrés, nous les avons exposé l'idée du projet, qui ont ensuite été dans les communautés pour faire des mobilisations avec les leaders communautaires. Ils ont eux-mêmes compris le projet et commencé à développer la méthodologie. Donc, c'est à partir de leur implication que nous avons décidé, par exemple, en commun accord avec eux, qu'il serait intéressant de faire des formations au niveau des communautés pour pouvoir aider les gens à comprendre qu'est-ce que c'est qu'une ressource. Parce que quand on parle de ressources physiques et naturelles, des fois, c'est pas nécessairement bien compris par tout le monde. Et donc, en plus d'aller demander aux gens de eux-mêmes identifier les ressources et de pouvoir les cartographier, ça aurait été peut-être un petit peu plus compliqué. Donc, ils ont décidé que ça serait une bonne opportunité de faire des formations et de faire des discussions de groupe avec des leaders de la communauté qui seraient engagés et qui mobiliseraient les gens autour de l'activité. Ce que nous avons fait ensuite, nous avons organisé, après les formations, des séances, des ateliers où
les participants ont eux-mêmes dessiné des cartes. Nous allons voir tout à l'heure comment le processus s'est fait, où les cartes ont été dessinées par les membres de la communauté. Et des cartes qui sont dessinées, nous avions répertorié les points qui ont été identifiés par les membres de la communauté. Ensuite, des agents de terrain qui sont issus du réseau national de clés, en particulier du réseau du Nord, ont été sur les lieux qui ont été identifiés pour pouvoir justement géolocaliser les points, collecter des informations additionnelles. Et pour la phase action, donc ça c'est la phase où il y a une production de nouvelles connaissances, et bien la phase action, c'est maintenant offrir une opportunité au public, aux gens de la communauté, de dire voilà les ressources que nous avions identifiées, comment pouvons-nous les mobiliser pour pouvoir créer un changement au niveau de la communauté. Et à ça, nous avons pas mal d'exemples de comment les gens ont utilisé ces ressources qu'ils avaient identifiées auparavant. Un des exemples que j'aime prendre, l'une des communes dans lesquelles nous avons travaillé par le passé, la commune de La Victoire, a vu la création d'un organisme, je pense que c'était une mutuelle de solidarité, mais essentiellement, cette communauté, après avoir participé aux activités, ils se sont dit que nous avons beaucoup de ressources que nous n'utilisions pas bien, et en particulier les ressources financières. Et ce qu'ils ont remarqué, c'est que l'accès aux services financiers dans cette petite localité de La Victoire était extrêmement difficile et ils devaient parcourir des kilomètres pour aller chercher du crédit. Et donc, ils se sont mis ensemble, ils ont compris, ils ont fait une analyse entre eux de ce qui ne marchait pas au niveau de l'économie de leur communauté et ils ont créé une mutuelle de solidarité qui, un an plus tard, a généré beaucoup plus de revenus que la municipalité elle-même en termes de recettes fiscales. Donc, c'est pour dire que la capacité justement des gens à pouvoir utiliser les ressources qui existent dans leur communauté est extraordinaire, en particulier quand la participation est la base du processus. Donc, ici, nous voyons justement l'une des équipes en activité où la carte, elle est dessinée vraiment par les membres de la communauté. Et ici, on remarque en bas à gauche la légende qui est justement décrite pour dire voilà ce que chaque point sur cette carte représente. Donc, le processus s'est fait de façon plus ou moins similaire par commune, mais dans certaines régions, on a regroupé 2 ou 3 communes ensemble pour faire les formations, mais chaque agent de terrain se sont déplacés à l'intérieur des communes pour pouvoir d'abord collecter les points GPS qui ont été traités pour s'assurer de leur qualité et de leur fiabilité. Ensuite, utiliser pour pouvoir créer une carte interactive dont nous allons faire la démonstration tout à l'heure. Donc, juste un petit peu plus de détails sur le processus. Donc, ici, c'est la base que nous utilisons, le serveur que nous utilisons. Donc, les données ont été après nous être entendus avec la communauté sur le processus, l'ensemble des données qu'il faut collecter, l'équipe technique a développé une carte, enfin, un formulaire sur l'application ODK qui nous permet justement de digitaliser et de répertorier les points géographiques. Et les données ont été synchronisées sur notre serveur ONA. Et donc, la collecte des données s'est faite à partir d'une tablette numérique. Et au fur et à mesure que les données étaient collectées, nous pouvions les suivre et traquer le travail des agents de terrain, mais aussi comparer les cartes qui ont été produites aux points GPS qui étaient collectés lors de l'enquête. Je vais passer à ma collègue Assunta, qui est responsable du département de recherche à Clé et qui va nous faire une présentation des résultats clés de cette recherche. Merci Max. Je suis Assunta Florent et c'est moi qui suis la responsable du département de recherche à Clé Haïti. Alors, qu'est-ce que cette enquête a donné? Nous allons voir ensemble les chiffres clés. Comme Max et Paulinx a tantôt bien dit, notre méthodologie a été une méthodologie participative. Et pour pouvoir réaliser ce travail de recherche, nous avons collaboré avec environ 220 leaders communautaires.
Et ces leaders communautaires étaient pour la plupart soit des élus locaux, des leaders organisationnels ou encore des notables dans toute la région du Nord. Donc, on a fait notre travail sur tous les 19 communes et on a pu répertorier au total 2060 ressources physiques et naturelles. Et parmi ces ressources, nous avons environ collecté 1604 ressources physiques, 260 ressources sociales et 196 ressources naturelles. Bon, maintenant, nous allons voir un petit peu ce que ça a donné en termes de résultats. Je ne sais pas pour la présentation. Okay. Merci, Max. Donc, voilà un petit peu la première catégorisation de ressources que nous avons trouvées, qui sont les ressources sociales. Qu'est-ce qu'on entend par ressources sociales? Alors, les ressources sociales sont des structures qui participent au processus du développement d'un pays. Et à travers l'enquête de terrain qu'on a menée, nous avons pu réaliser que parmi les ressources sociales qui sont les bureaux étatiques, les institutions comme c'est l'État en général, les associations ou encore les coopératives, les organisations non gouvernementales, nous avons pu remarquer que 57,54% d'entre eux sont des bureaux étatiques, ce qui pourrait traduire à une décentralisation et de la gouvernance de l'État à travers le département du Nord. Cependant, on a pu remarquer que malgré cela, il y a beaucoup de zones, beaucoup de communes ou encore de sections communales qui ne possèdent aucune institution pouvant donner des services publics à la zone. Et parmi ces communes, nous avons la commune de Balimbé, que pour des services tels que l'obtention de passeports, et dans tout le département du Nord, il n'y a seulement qu'une seule direction de l'immigration ou encore de l'immigration pouvant assurer la réception des demandes de passeport dans tout le département du Nord. Et nous pouvons vraiment l'illustrer à travers le programme Biden que nous avons actuellement, qui, à cause du manque de ces services publics qu'il y a à travers beaucoup de communes et dans tout le pays, le problème que cela pose. Et ensuite, après les institutions étatiques, nous avons les organisations non gouvernementales, les associations et encore les coopératives qui jouent vraiment un rôle important dans la société à travers la réduction des inégalités sociales entre les individus et une perspective d'insertion sociale qu'ils font. En deuxième lieu, nous avons les ressources naturelles qu'on a pu répertorier. Je dois vous dire que nous n'avons pas seulement fait une enquête, mais nous avons au préalable fait une recherche exploratoire. Et cette recherche exploratoire-là nous a permis de catégoriser les ressources naturelles en 4 grandes catégories, qui sont les ressources du sol, les ressources minières, les ressources en eau et les ressources agricoles. Tout d'abord, nous pouvons voir que les ressources en eau représentent 57% des ressources naturelles répertoriées dans tout le département du Nord. Et ce qui traduit que la région du Nord dispose d'une grande dotation en ressources naturelles en eau. Mais il faut souligner également que connaître seulement l'existence de ces ressources et leur disponibilité ne représente qu'un pas vraiment vers leur rendement optimal. Donc, le vrai travail qu'on devrait faire doit résider dans la gestion ou encore dans la bonne utilisation de ces ressources à des fins de développement, notamment dans le domaine de l'agriculture. Et ensuite, l'enquête exploratoire, je dois dire, nous a permis de recenser des ressources du sol. Et le département du Nord dispose de divers types de sols qui peuvent être utilisés par des activités agricoles ou encore forestières. Et notre enquête de terrain nous a pas permis de vraiment collecter des informations sur les ressources du sol, quand nous n'avons pas les techniques pouvant le faire, mais la recherche exploratoire nous a permis de le faire. Et également, la recherche exploratoire nous a permis de récolter des informations sur les ressources minières. Et nous avons pu découvrir que le département du Nord est riche en minéraux, notamment en or, en argent et en cuivre et en bauxite. Donc, l'exploitation de ces différentes ressources minières pourrait générer vraiment beaucoup de millions de dollars si le gouvernement peut vraiment exploiter ces ressources-là. Et ensuite, nous avons les ressources agricoles qui représentent 22% des ressources naturelles qu'on a pu collecter.
En dernier lieu, nous avons les ressources physiques. Il totalise environ 1604 des ressources qu'on a pu répertorier. Et parmi eux, nous avons répertorié 496 établissements d'enseignement. Et parmi ces établissements, nous avons 89% qui sont des écoles classiques, 5,3% qui sont des écoles professionnelles et 5,7% qui sont des universités. Ce qui pourrait traduire, et si on se réfère au chiffre 5,7% qui représente les universités, c'est une situation assez alarmante vu l'importance que les universités occupent au sein de la production de nouvelles connaissances ou encore de la recherche qui peuvent apporter des réponses ou des solutions aux problèmes que nous confrontons au quotidien. Et nous avons également pu répertorier 172 établissements de santé à travers tout le département, dont 74 sont des dispensaires et des centres de santé, 32 sont des pharmacies, 38 des cliniques et 28 des hôpitaux distribués. Mais je dois aussi préciser qu'on a pu remarquer que la majorité des hôpitaux se trouvent dans les grandes villes, notamment au Cap-Haïtien, alors que les communes qui sont un petit peu plus reculées ne disposent que des dispensaires et des centres de santé pouvant fournir que les premiers soins à la population. Et ensuite, nous avons pu répertorier 49 institutions financières, parmi lesquelles nous avons 42,8% de coopératives et d'épargne et de crédit, 32,7% de banques commerciales et 6,1% de bureaux de transfert. Et je dois aussi souligner que il y a uniquement que 3 communes dans tout le département qui détiennent des banques commerciales. Et parmi les 37% parmi les 32,7% que je viens de dire qui représentent les banques commerciales, 81,3% sont concentrés au niveau de la commune de Cap-Haïtien. Donc, ce qui veut dire que sur les 19 communes, il y en a environ 10 qui n'ont aucune banque commerciale pouvant desservir ou encore offrir des services financiers à la population. Et en dernier lieu, nous avons les sites historiques ou encore les sites touristiques qu'on a pu dénombrer environ 194. Et d'après les données de la Banque centrale et de la Banque mondiale en 2018, la République dominicaine a pu générer à travers le tourisme 6,40 milliards d'euros. Et ce qui correspond à environ 8% du produit intérieur brut et environ 20% de toutes les recettes touristiques internationales dans la Caraïbe. Et durant cette même période-là, Haïti a généré que 524,98 millions d'euros, ce qui correspond seulement à 3% du produit intérieur brut et à seulement 2% de toutes les recettes touristiques internationales dans la Caraïbe. Donc, nous pouvons dire qu'un investissement considérable dans le secteur touristique en Haïti, notamment dans le Nord, peut vraiment apporter des bénéfices économiques considérables pour tout le pays. Nous savons également que le Nord possède les meilleurs sites naturels ou encore touristiques du pays. Donc, s'ils sont préservés ou encore rétablis, mis en valeur, ce département pourrait constituer la première destination touristique du pays. Donc, identifier les ressources, ce n'est qu'un pas. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire avec ces ressources? Et durant la phase de recherche, nous avons organisé des focus group avec les membres de la communauté pour qu'ils puissent nous dire que comment ils pensent que les différentes ressources qu'on a pu identifier, comment ils peuvent utiliser ces ressources-là à des fins de développement. Et les différents points qui sont ressortis de ces focus group-là sont notamment dans le secteur du tourisme. Donc, ils ont pu voir que investir dans ce secteur peut créer beaucoup d'opportunités, notamment pour les locaux, c'est-à-dire les nordistes eux-mêmes. Deuxièmement, au niveau de l'agriculture, si les connaissances qu'on a pu collecter à travers les différents sols, les ressources en sol, les ressources en eau, et cela pourrait permettre vraiment de prioriser les filières à fort potentiel dans le département. Et au niveau environnemental, on pourrait vraiment tirer beaucoup de profit et des ressources en eau ou des rivières du département pour vraiment renforcer l'agriculture et le reboisement.
Donc là, j'ai assez parlé concernant les ressources. Voyons un petit peu à quoi ressemble notre code. Donc, je dois dire qu'on a utilisé le logiciel Google My Map. Je pense que beaucoup d'entre vous connaissent déjà ce logiciel. C'est un logiciel qui permet à un utilisateur quelconque de créer soit des cartes ou encore de géolocaliser des points spécifiques. Donc, c'est à ça, les 2060 ressources qu'on a pu collecter à travers le Nord, vous pouvez le voir. Voici leur point GPS. Donc, je vais vous présenter un petit peu la carte. Et il y a tout en haut, vous pouvez voir, il y a un icône de recherche. Alors, qu'est-ce que cela permet de faire? Si, par exemple, vous connaissez déjà le nom de la ressource en question, vous pouvez seulement le taper. On peut prendre juste un exemple. Quelqu'un peut me donner un exemple? Et je vais dire la citadelle La Ferrière, OK? Donc, Max, en créole, oui. Avec l'accent, n'oublie pas. La Ferrière. Donc, vous avez juste qu'à taper le nom de la ressource. Et automatiquement, il y a le point qui monte. Oui, comme vous pouvez le voir. Et vous avez une photo de la ressource, le nom de la ressource, la commune dans laquelle se trouve cette ressource, la section communale, de quelle catégorie de ressources est-ce qu'elle se trouve. Donc, la citadelle La Ferrière, c'est une ressource physique. Et quel type de ressource est-ce que c'est? C'est une habitation. Et comment est-ce que vous pouvez accéder à cette ressource-là? Donc, on peut y aller soit à pied, soit prendre un cheval, des animaux, ou encore à moto ou en voiture. Et de plus, ça donne également des informations. Ça donne une petite description, si tu peux descendre un petit peu, oui. Une petite description sur c'est quoi la citadelle La Ferrière. Et ça nous dit exactement où est-ce que ça se trouve, ce que c'est. Donc, ça donne une petite description. Et là, nous avons le lien de la photo qu'on a pu prendre à travers notre outil de collecte de données et on a les points GPS exacts qui a pu être collectés. Et ça, c'est un point. Donc, on peut faire ça avec divers types de ressources. Mais vous pouvez voir également qu'on peut catégoriser ces ressources-là en ressources naturelles, sociales ou encore physiques. Il se peut que je dise à la carte que je veux que voir les ressources sociales ou encore naturelles. Bon, on va prendre l'exemple des ressources physiques. Donc, Max, tu vas juste désélectionner ressources sociales et ressources naturelles. Et là, la carte va me donner que les ressources physiques existants dans le département du Nord. Donc, les points que vous voyez là, ce sont les 1604 points des ressources physiques. Et si, par exemple, oui, exactement. Et ces ressources physiques-là, ils sont catégorisées par couleur. Donc, on a les écoles qui sont en orange, on a les églises qui sont en rouge, etc. Donc, si, par exemple, une institution ou encore une entité veut réaliser, par exemple, un projet, je peux dire, et on peut prendre, par exemple, une commune au hasard, la commune de Pillon, OK? Et une région au hasard, Pillon, je peux dire Savanette, Polex. Oui. Donc, on peut directement aller dans cette région-là et voir toutes les ressources physiques qui existent dans cette région-là. Là, on a une école nationale, donc on peut savoir exactement combien d'écoles il y a. Donc, on sait que les écoles sont en orange, donc ça montre les écoles et les églises ou encore toutes les ressources physiques existantes dans cette localité-là. Donc, c'est à ça que ressemble un petit peu la carte. Et là, on va passer aux implications ou aux applications. Je passe encore la parole à Max. Merci beaucoup, Assunta, pour la présentation, le démo, si tu veux, de la carte. Maintenant, voyons, après avoir collecté ces informations, quel serait le prochain pas? Quelle est l'utilisation justement, à quelle fin? Donc, on en a parlé tout à l'heure et nous pensons, et selon ce que l'on a discuté avec les membres des communautés également, le premier
la première utilisation qu'on peut faire justement de cet outil, c'est pour un besoin de planification du développement. Voyez-vous, et en particulier, je pense à une approche participative et du développement où les gens justement peuvent continuer à contribuer pour pouvoir utiliser les ressources qui existent. Par exemple, on a souvent parlé des plans de développement communaux. Et l'exemple qui me vient justement en tête, c'est que quand on a fait le premier travail similaire qu'on a fait, et lorsqu'il devait avoir des plans de développement communaux dans les régions du Nord, et bon nombre des gens qui ont été dans ce processus avec Clé, ont été justement les leaders de ces discussions sur les plans de développement communaux, si bien que les sessions qui étaient en fait organisées par l'équipe et du projet à l'époque ont été assez surpris de voir comment est-ce que les gens qui ont été dans ce processus pouvaient justement influencer les décisions en termes de comment est-ce que les ressources locales peuvent être utilisées. L'autre élément, c'est le fait que justement, ça a ouvert les yeux à pas mal de gens sur des ressources auxquelles ils n'auraient pas pensé auparavant. Je pense que, et j'en ai entendu parler, beaucoup de ces ressources n'auraient jamais été identifiées ou perçues comme des ressources avant d'avoir fait ce processus au niveau de la communauté. Et donc, ça ouvre aussi la possibilité à à une utilisation encore plus optimale des ressources qui existent et une identification des ressources qu'on ne pensait pas pour pouvoir servir au développement. Donc, et comme les gens, justement, ont cette plus grande capacité de pouvoir piloter le développement, ils ont un rôle plus important à jouer comme leader au sein de leur communauté et comme accompagnateurs des décideurs et des responsables au niveau politique. Maintenant, cette étude a certainement ses limites. D'abord, la première et la plus évidente, c'est que c'est une étude qui a une rigueur moins poussée que les autres méthodes que l'on connaît. Bien sûr, le Participatory Action Research, la recherche action participative, est justement une méthode qui priorise la participation au lieu des méthodes super compliquées de statistiques, etc., qui ne sont peut-être pas comprises par la communauté. Mais nous pensons aussi que des fois, les meilleures mesures sont celles qui viennent des gens qui, justement, vont utiliser ces outils. Et donc, nous pensons que, en dépit du fait que cette approche ait une rigueur un peu moins lourde que d'autres méthodes connues, elle est très, très solide en ce qui a trait à l'implication des gens et aux promotions du leadership. L'autre limite de l'étude, c'est justement l'accès à l'Internet, qui est restreinte dans certains endroits et qui pourrait justement constituer une limite dans l'utilité que pourrait avoir l'outil en ligne si, par exemple, pour une raison ou pour une autre, une communauté ne veut pas accéder à cet outil. Donc, c'est pour ça qu'on est en train de réfléchir sur comment est-ce qu'on peut prendre cet outil et le mettre sur peut-être d'autres types d'appareils ou une autre technologie qui pourrait permettre de l'utiliser hors ligne. Et puis la dernière chose, c'est que les ressources, elles vont évoluer. Certaines ressources vont changer de statut, vont changer de caractère au fil des années, et donc il faudra justement un effort constant pour pouvoir les mettre à jour pour que cet outil garde sa valeur sur un temps relativement long. Et puis la dernière chose, c'est que donc cette recherche participative, elle est effectivement une méthode efficace, en particulier pour impliquer les communautés, comme je viens de dire tout à l'heure, même si elle n'est pas aussi rigoureuse. Mais l'utilisation de la cartographie est aussi un aspect important qui peut nous aider à valoriser les ressources qui existent, nous aider à les identifier, à les visualiser et à les répertorier dans l'espace. Monsieur Prosper, Max, tu peux conclure pour nous dans 2 minutes, s'il te plaît. 2 minutes, il me reste seulement 2 minutes. Donc, je vais dire que donc à l'avenir, cet outil qui sera justement intégré dans un portail qui va continuer à s'élargir. Et nous ne voulons pas que cet outil soit utilisé seulement dans le Nord. On veut
que cet outil soit ouvert pour que le public continue à contribuer et à le rendre disponible un peu partout. Et nous avons aussi l'objectif de créer des ateliers de discussion où les outils, les ressources l'utilisation des ressources seront encore discutées et de continuer de faire cette promotion pour l'identification et la valorisation des ressources locales. Je ne vais pas fermer sans remercier l'équipe de recherche, qui est d'abord l'équipe de clé, Assunta qui dirige cette équipe, Paul Exlui qui pendant longtemps été le coordonnateur et le superviseur du réseau des jeunes qui ont joué un rôle important. Mais en particulier, c'est Mounano qui fait recherche. C'est pas nous-mêmes, nous sommes accompagnateurs. On a été là pour apporter tout ce qui était technique et tout ce qui était connaissance. Mais en fait, et la production qui en découle vient vraiment des gens du Nord et on veut profiter de cet espace pour leur dire merci. Et donc, cette recherche sera accessible sur notre site web, leshaïti.org, et nos contacts d'information sont sur le site web. Donc, n'hésitez pas à nous laisser un commentaire ou à nous contacter pour des avis parce que justement, encore une fois, c'est une recherche participative. Donc, l'avis de tout un chacun sera bienvenu. Sur ce, je vous dis merci et j'attends les questions. Bravo et merci à l'équipe du Centre haïtien du leadership et de l'excellence dirigé par M. Max Prosper Fortuna. Et je dois mentionner que Max était accompagné de deux autres cadres, à savoir Mme Assunta Fleurin, qui est détentrice d'une licence en économie du CTPEA, et M. Paul Exlui, qui est également détenteur d'une licence en sciences économiques de l'Université d'État d'Haïti. Donc, nous n'avons vraiment pas beaucoup de temps. Donc, le temps pour prendre une ou deux questions au niveau de l'assistance et une question à M. Fortuna. Donc, nous avons devant M. Pierre-Louis qui a une question pour l'équipe du Centre haïtien de leadership et de l'excellence sur cette présentation qu'ils viennent de faire. Est-ce qu'on a un micro-baladeur pour M. Pierre-Louis devant? Une question pour l'équipe de recherche dirigée par M. Max Prosper Fortuna sur la cartographie participative des ressources naturelles du département du Nord. Donc, on vient de voir une démonstration de cette carte qui présente un ensemble de ressources qu'on peut répertorier par devant. Oui. Micro devant. Monsieur Pierre-Louis avant. Et après, on pourra prendre une dernière question. Donc, je demanderai à l'équipe de M. Fortuna d'être très bref dans les réponses aux questions. Merci. Je veux vraiment remercier l'équipe pour ce travail qui me semble en fait à un stade, je dirais, intermédiaire en termes de son contenu, en termes de l'objectif à viser. Je dirais d'abord un petit commentaire, mais rapidement. C'est, premièrement, le caractère tellement riche de ce qui est présenté, et pourtant qui me semble être vraiment à un stade, je dirais, intermédiaire en termes d'analyse et même de collecte d'informations. Et juste pour éviter des critiques qui ont à voir avec l'idée de ce qu'on appelle en anglais de data mining, c'est-à-dire fabrication d'informations, etc., des choses de ce genre, ce serait intéressant pour des utilisateurs potentiels que peuvent être, par exemple, la Banque centrale et puis toutes les composantes, je dis, administratives de l'État haïtien, en particulier les composantes à prise de décision de nature économique, sociale, etc. Il faudrait peut-être que tout ce qui est documentation de la collecte de l'information, etc., puisse être disponible pour pouvoir justifier, en fait, l'ensemble des informations qui est là et qui sont exploitées et exploitables sur une base interactive et qui est vraiment importante. Vous ne pouvez pas imaginer combien. Ça, c'est peut-être le commentaire. Mais ma question, c'est, imaginez que l'on fait un petit travail sur la création de richesse en Haïti. Et j'imagine que c'est un travail qui doit être fait par l'État haïtien. Et puis des composantes universitaires, etc. Et même, pour être un peu politique sur le bord, et des candidats à la présidence, etc. Je dirais des candidats sur une base sérieuse, pour pouvoir présenter des politiques publiques, etc. Et qu'il faut faire un travail sur la question de création de richesse en Haïti, par exemple. À un certain moment, est-ce qu'il serait peut-être utile pour faire une identification de ce qui est richesse,
je dirais, de nature monétaire ou de richesse, disons, monétisée, c'est-à-dire la création de richesse à travers la production de PIB, etc., ou de production de produits régionales, etc., la production régionale, etc. Et puis, le contenu de richesse, puisque la richesse est un stock, mais la création de richesse, c'est un flux, le contenu de richesse par rapport à la richesse patrimoniale, avec son caractère matériel et immatériel, culturel, etc., et puis les sites touristiques, et Dieu sait combien on en a en Haïti de forts, etc., etc. Et ce serait intéressant de faire cette catégorisation, etc. Maintenant, une question, mais juste pour pouvoir interagir avec des gens intéressants que vous êtes. Et comment vous pensez donner un contenu, je dirais, monétaire à ces deux composantes et qui pourraient apparaître dans le cadre des travaux que vous faites ce travail-là? C'est-à-dire l'évaluation de richesse pour la zone du Nord et pour, si ce travail devait être généralisé, de richesse pour les autres endroits du pays, les autres régions du pays, etc. Comment vous pensez que vous pourriez donner un contenu, je dirais, quantitatif de nature monétaire à cette question, mais par rapport à ces deux composantes de richesse que sont en fait la richesse monétisée et puis la richesse, je dirais, patrimoniale, qui est de toute façon ce que nous possédons ici comme de plus fort et de plus important. Merci. Max, tu as entendu la question? Oui, tout à fait. Et c'est vraiment une très, très belle question. Je me permets d'afficher à l'écran l'un des outils que nous utilisons, qui s'appelle le Bokit Coulé. Bon, je pense que cet outil se passe de présentation. Mais je vais en 30 secondes vous expliquer le principe de fonctionnement de cet outil. Donc, c'est un outil qu'on utilise dans les communautés pour pouvoir comprendre les dynamiques économiques. Comment est-ce que l'économie fonctionne? Il y a de l'argent qui rentre dans les communautés ou dans le pays, et il y a de l'argent qui sort. Ça, c'est l'importation. Donc, c'est là que l'argent sort, ça laisse le pays, et là, c'est là que l'argent rentre. En général, c'est l'exportation, mais c'est aussi la production. Et donc, comment est-ce que nous pouvons identifier ce qui fait fuir de l'argent et utiliser les ressources que nous avons pour pouvoir produire davantage et faire rentrer plus d'argent, donc faire venir de l'argent de l'extérieur, l'exportation, mais aussi créer plus de richesse à l'intérieur. Parce que aussi, ce qu'on va voir, c'est que la dynamique de l'économie est aussi dépendante de combien est-ce que l'argent circule. Et donc, justement, c'est le genre d'outil que nous utilisons pour pouvoir comprendre comment est-ce que l'économie fonctionne, d'où est-ce que peut venir la richesse et comment est-ce qu'on peut utiliser cette richesse. Et nous sommes extrêmement intéressés à justement poursuivre cette recherche au-delà de l'aspect ressources physiques et naturelles, mais aussi au niveau économique pour comprendre comment est-ce que l'économie peut se porter mieux à partir des ressources que l'on a identifiées. Très bien, merci. Merci à M. Fortuna. Une dernière question? Toute dernière question? Oui, oui. Essaie d'être très bref pour nous, s'il te plaît. Oui, merci. Félicitations avec la présentation. Et ma première question est, est-ce que dans l'aspect financier des ressources financières, on peut prendre en compte les mots cash et les cash? Oh, dans les ressources? Ah, ok. Financières, on peut identifier les mots cash et les cash qui existent dans les communautés et assez lointaines, tout ça. Et ça, c'est notre aspect. Mais il y a un aspect qui est intéressant pour nous comme chercheurs. Par exemple, en histoire et archéologie, on prend le mot ressources à différents niveaux, artistiques, patrimonial, au niveau matériel et immatériel. Et comment vous essayez de clarifier de manière conceptuelle la question de ressources que vous essayez de présenter là? Est-ce qu'il y a des musées, est-ce qu'il y a des ateliers? Et en matière d'ethnologie, est-ce que les périciles ne sont pas des ressources? Est-ce que vous avez identifié les périciles dans le Nord aussi également? Est-ce que vous identifiez aussi les sites archéologiques comme des ressources dans vos travaux également? Et aussi en matière de délimitation territoriale, qu'est-ce que vous en pensez par rapport avec des débats sur la délimitation territoriale en Haïti? Parce que ce n'est pas vraiment limité par rapport avec la faiblesse de la politique territoriale en Haïti. Par exemple, il peut y avoir une ressource qui se trouve entre le nord et le nord-est, entre le centre et le nord-est. Comment vous essayez de faire des délimitations par rapport à ça? Okay. Merci. Je vais répondre à deux questions et je vais laisser la troisième pour ma collègue Assunta. La première concerne mon cash
et notre cash. Et en fait, ça me dit, c'est que ce sont des outils. C'est l'orient mon cash. Non, mais on sait pas mon cash qui est l'argent. Ce sont des outils qui permettent d'utiliser et l'argent, qui permettent que transactions en fait de façon plus fluide. Donc, ces outils-là sont extrêmement importants justement pour promouvoir l'utilisation et pour promouvoir une meilleure et une facilité, je dirais, dans les transactions. Mais ça ne crée pas nécessairement la richesse et c'est pas ça qui est la ressource en tant que telle. Donc, je pense que de notre côté, notre travail n'a pas nécessairement touché ces outils-là et comment est-ce que ça influence l'utilisation de l'actif financier, mais ça pourrait être un élément intéressant, donc il faudrait voir. L'autre point sur lequel j'aimerais intervenir, c'est la délimitation territoriale. Alors, oui. Oui, je voulais juste ajouter quelque chose sur cette même question-là. En fait, dans les ressources et financières qu'on a pu répertorier, on les a catégorisées en banque commerciale, coopérative ou encore et autres. Mais on n'a pas pris en compte mon cash, mais plutôt les bureaux. Par exemple, les bureaux en soi sont des ressources physiques et ils se trouvent là-dedans également. Mais j'ai seulement pu présenter les 3 grands qui représentent les pourcentages les plus énormes, mais il y a également ces autres, par exemple les bureaux et de transfert ou encore les bureaux mon cash qui sont également pris en compte et dans la répertorisation des ressources. Très bien. Et il n'y a rien à ajouter? La question de la délimitation territoriale, s'il y a une ressource qui se retrouve entre nord et nord-est, comment vous choisissez quel département vous allez attribuer cette ressource-là? Est-ce que vous avez rencontré ce problème? Et la première chose, c'est par rapport à la dernière question, c'est que on a des catégories de ressources. On a les ressources physiques et là-dedans, il y a des types de ressources. Donc, il y a des types de ressources et si vous avez besoin, je sais pas, un bureau quelconque et une maison de transfert, donc une banque, donc vous allez dans la catégorie ressources physiques et dedans, vous allez trouver donc les banques, toutes les institutions financières, donc, et dans cette catégorie de ressources physiques. Et puis, pour la délimitation, je crois pas qu'on a rencontré ce problème. Parfait. Parce que c'est un petit peu facile, surtout pour le nord et le nord-est, c'est facile de la délimitation, parce que juste après l'université, donc je crois que c'est là, donc une fois qu'on traverse l'université, donc on est dans le nord-est, mais on n'a pas vraiment rencontré ce problème de délimitation, donc et dans le travail. Très bien, merci, vraiment. Max, vous voulez ajouter quelque chose? Non, j'allais juste ajouter que après c'est un problème politique. Vous voyez, cette partie de terre est dans le département du Nord ou dans le département du Nord-Est. Nous, ça nous intéresse pas vraiment. Ce qui nous intéresse, c'est est-ce que le point géographique, est-ce que le point GPS il est correct? Et s'il est correct, il va être placé sur la carte et ça va servir ce que ça peut servir. Très bien, merci. Encore bravo et merci à l'équipe du Centre haïtien du leadership et de l'excellence pour cette belle présentation sur la cartographie des ressources naturelles dans le département du Nord. Max Prosper qui était accompagné de Assunta Florent et Paulinx Louis. Donc, merci encore à vous tous et toutes. Donc, on va prendre encore une autre pause. Donc, ceux qui sont en ligne, restez branchés pour la programmation et ceux qui sont dans la salle peuvent aller visiter et une exposition que M. Gaël Pressoir a gagné dehors là, qui est très intéressant sur un ensemble d'outils mécaniques, donc agricoles. Donc, hier, M. Pressoir qui a fait une démonstration là, donc, les ensemble d'outils mécaniques exposés dehors là, donc, on a invité et assistance là, visiter pendant la pause là. Merci tout le monde et à tout à l'heure pour la suite de la programmation. Merci.